8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin, d'autant plus que c'est votre première interview en tant que ministre des Transports. Vous étiez jusqu'à présent en charge des questions européennes et désormais vous voilà aux manettes sur les transports. Il y a de nombreuses questions à vous poser qui regardent le pouvoir d'achat, qui regardent les routes cet été, qui regardent les grèves qui menacent dans les aéroports ou dans les gares. Mais je voudrais qu'on commence par les incendies. On l'a vu, les Bouches-du-Rhône touchées hier, le Gard encore ce matin, avec des feux très importants. Est-ce qu'il y a une incidence sur les réseaux, les transports, les routes? Écoutez, à ce stade, non. Il y a en fait effectivement d'importants incendies avec des moyens importants qui sont déployés par la sécurité civile en réponse, dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, une grande vigilance pour les heures qui viennent. À ce stade, il n'y a pas de perturbations sur les transports, notamment ferroviaires, mais nous sommes très vigilants et ce qu'on appelle le plan de transport, c'est-à-dire la circulation des trains, est surveillé de très près par la SNCF, avec qui j'en parlerai dans quelques minutes pour surveiller tout cela. Donc des nouvelles plutôt rassurantes sur ce front. Je le disais, il y a des menaces de grève pour cet été. Il y a eu des grèves dans les aéroports parisiens, notamment le week-end dernier, mais enfin, ça semble réglé? Écoutez, je suis prudent, mais il y a eu un dialogue social très important que l'État a encouragé entre l'entreprise, les salariés, chez Aéroports de Paris, à la SNCF d'ailleurs aussi dans la semaine. Ce dialogue social a permis un certain nombre de mesures de pouvoir d'achat, car c'est un des sujets aussi pour les salariés du secteur des transports comme dans beaucoup de domaines, avec des mesures qui ont été prises à la SNCF qui sont importantes. Aujourd'hui, chez Aéroports de Paris, avec les pompiers des aéroports qui avaient bloqué, on le sait, l'accès la semaine dernière en raison d'un mouvement social. Et le préavis de grève des pompiers est levé pour ce week-end. Et nous continuons avec Aéroports de Paris à travailler pour s'assurer que les choses se passent bien ce week-end et que les grands départs puissent se faire. Clément Beaune, est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin qu'il n'y aura pas de grève cet été? Écoutez, il faut être toujours prudent. Je ne veux pas faire de fausses promesses parce qu'il y a une situation difficile, il y a un dialogue social qui se poursuit. Mais j'ai confiance dans ce dialogue social. Il y a des mesures de pouvoir d'achat, encore une fois, spécifiques à un secteur qui a beaucoup contribué à la réponse à la Covid, je pense aux trains en particulier. Et donc, il est normal que ce dialogue se poursuive. Nous faisons tout, c'est mon premier engagement depuis lundi matin et ma nomination, avec les entreprises, avec la SNCF, avec Aéroports de Paris notamment, pour éviter des mouvements sociaux. Et ma priorité absolue, c'est bien sûr que ce dialogue se poursuive, mais c'est surtout que les vacances des Français et des touristes, on a une saison exceptionnelle qui est en train de se profiler, ne soient pas perturbées. Et donc, j'y mets tous mes efforts pour que dès ce week-end, qui est le premier grand départ, ça se passe bien et je suis confiant. Alors, il y a quand même ce matin un point noir, c'est l'aéroport de Bordeaux-Mérignac avec un mouvement de grève et 40% des vols annulés. Est-ce que là aussi, vous y mettez tout votre cœur et toute votre énergie et est-ce que vous pensez que cette grève va être levée? Oui, alors il y a plusieurs perturbations ponctuelles, je ne vais pas en faire la liste. Il y a eu Nice il y a quelques jours, Bordeaux aujourd'hui. Là aussi, je vais être très clair, c'est pas mon boulot, parce que ce serait contre-productif de ministre des Transports de ne pas faire confiance aux entreprises et aux syndicats, et je laisse le dialogue se poursuivre. Donc je suis aussi cela de près. J'espère qu'on pourra régler le problème dans les heures qui viennent. Avec des conséquences folles, 20 000 bagages perdus à Roissy, mais comment c'est possible? Alors, ils sont où? D'abord, ils sont pas perdus. Ouais. Ils sont pas. Enfin, on sait pas où ils sont. Ils sont pas livrés. Ah si, ils sont principalement à Roissy, à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a eu cette grève le week-end dernier qui a été, et j'en suis désolé pour les nombreuses personnes qui l'ont subie, des Français et des touristes étrangers. Il y a eu ce problème. Aujourd'hui, les entreprises concernées, Aéroports de Paris, la compagnie Air France, sont extrêmement mobilisées à travers leurs équipes. J'irai voir sur place d'ailleurs comment ça se passe pour redistribuer les bagages. Nous faisons tout, les entreprises font tout sur place pour que dans les 5 à 7 jours qui viennent, on ait résolu ce problème. C'est très long parce qu'il faut les remettre dans des avions dans un moment où il y a déjà beaucoup de départs. Mais premier point, éviter les grèves ce week-end pour que ça ne se reproduise pas. C'est très important. On n'ait pas encore un problème, et résoudre le problème qui a été constaté le week-end dernier. Il y avait plus de 35 000 bagages au total, on en est à peu près à 20 000 aujourd'hui, donc on fait le plus vite possible pour que les... 5 à 7 jours avant que les bagages retrouvent leur propriétaire. Pour que l'essentiel, l'immense majorité des cas, les personnes aient retrouvé leurs bagages. Je précise aussi, c'est d'ailleurs une règle européenne, qu'il y a une indemnisation des passagers auxquels chacun a droit quand il y a un problème de cette nature. Qui devrait couvrir notamment le nécessaire rachat d'un certain nombre d'affaires. Un certain nombre de vêtements, de biens d'hygiène, etc. C'est normal. Clément Beaune, au-delà de la question des mouvements de grève qui ont entraîné effectivement tous ces dysfonctionnements, il s'installait une forme de lenteur des embarquements avec à la fois un problème de manque de personnel du côté des services publics, c'est-à-dire tout simplement de l'accès aux frontières, mais aussi du côté des compagnies aériennes. C'est en train de devenir un problème européen. Alors là, pour le coup,
coup, vous pouvez remettre votre autre casquette de ministre des Affaires européennes. On le voit notamment à Amsterdam, où il y a des méga retards au départ des avions. Est-ce que vous redoutez, là, que ce problème persiste pendant l'été? Est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, si vous avez un avion à prendre, prévoyez beaucoup plus de temps? Est-ce qu'il faut changer ses habitudes? Alors, paradoxalement, il ne faut pas arriver trop en avance parce que ça peut créer des engorgements supplémentaires. Alors, c'est quoi trop en avance et c'est quoi trop en retard? Les consignes que donnent notamment les aéroports de Paris, les grands aéroports français, c'est d'arriver 2 heures à l'avance pour un vol européen ou national et d'arriver 3 heures à l'avance pour un vol long courrier. C'est beaucoup plus que ça n'était jusqu'à présent. Hein. C'est plus que d'habitude, mais on constate, je le voyais encore hier en discutant avec les équipes de Roissy, des arrivées parfois 3-4 heures avant avec des gens qui se disent plus j'arrive tôt, mieux c'est. Ce n'est pas le cas. Donc, maximum 3 heures avant pour les grands vols internationaux, maximum 2 heures avant pour les vols européens. Et quel est le minimum ou nationaux. Pardon, mais c'est aussi ça qui est important. Oui, en fait, il faut arriver 2 heures avant. Quoi. Voilà, il n'y a pas de... Exactement, ce n'est pas une tranche que je vous donne, mais il faut respecter cette indication, 2 heures, 3 heures, mais ça ne sert à rien d'essayer de faire, si je puis dire, le super bon passager et d'arriver. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, au moment où on se parle, l'habitude était pour les vols nationaux ou européens d'arriver 1 heure avant, ça c'est fini. Pour cet été, je recommande de prendre plus de marge, en effet. Je vais être très clair, il y a une saison, tant mieux, où le voyage reprend beaucoup. Parce que le Covid nous a beaucoup contraints, parce que tout le monde a besoin, malheureusement un certain nombre de personnes n'ont pas les moyens de le faire, mais beaucoup de Français veulent partir en vacances, retrouver leur famille, prendre le train, prendre l'avion. Il y a des difficultés de prix, des difficultés d'accès aux billets, on pourrait y revenir, mais il y a globalement une bonne saison touristique et de voyage avec beaucoup plus de billets qui sont réservés encore qu'en 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Et la France va accueillir sans doute un nombre record de touristes. Tout ça est positif. Ça recrée aussi un certain nombre d'engorgements parce que c'était un secteur où il y avait eu des pénuries de recrutement, des difficultés à recruter, notamment pendant le Covid, parfois des plans sociaux, etc. Donc, il y a une sorte de remontée en puissance qui est compliquée. Vous avez raison de le souligner, pour consoler ceux qui vivent des galères et on fait tout pour les éviter. Mais partout en Europe, c'est comme ça. Et c'est même beaucoup plus difficile encore que dans nos aéroports ou dans nos gares. Et donc, on va tout faire pour que ça soit fluide. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet d'éviter les grèves, on l'évoquait. Il y a le sujet des contrôles, notamment par la police aux frontières. On essaye d'armer mieux les effectifs dans les semaines qui viennent pour l'été. Voilà, mais donc il y a aussi un effet qu'on connaît tous, c'est le grand départ, ce week-end, le pont du 14 juillet, le chassé-croisé sur nos routes, dans les gares, dans les aéroports de la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Ce sont les moments où c'est le plus dur. Bon, donc on fait tout pour que ces moments soient les plus fluides possibles. Vous avez parlé effectivement de la question aussi des billets et des engorgements. C'est le cas aussi pour le train. Il y a cette situation folle où aujourd'hui, pratiquement plus personne ne peut acheter de billets pour cet été. Tous les trains sont complets, les prix ont flambé. Est-ce qu'il n'est pas encore possible de rajouter des wagons comme ça a été longtemps le cas? C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette année, tous les trains sont figés des mois à l'avance. Vous vous adaptez pas un tout petit peu plus quand même à la demande? Bien sûr, et j'ai demandé à la SNCF de le faire au maximum. Il y a aujourd'hui quasiment tout le parc de trains qui est mobilisé, 400 TGV, 400 trains intercités, donc tout le parc est déployé. Il n'y a pas de réserve, si je peux dire, qui serait cachée ou qui ne serait pas mobilisée. La SNCF le fait, notamment dans le train. Il y a effectivement des difficultés d'accès aux billets, c'est clair, pour les raisons que je vous indiquais. D'abord parce que au moment où l'activité était beaucoup plus basse dans le secteur des transports, il y a eu de la maintenance, il y a eu des ralentissements dans les achats de matériel. Donc ça ne va pas se résoudre en 3 jours, mais on essaie de l'accélérer. Il y a eu aussi parfois des problèmes de personnel, c'est vrai aussi. Et puis, il y a beaucoup plus de billets réservés que ces 2 dernières années, c'est clair. Donc, ça a été anticipé, ils ont été mis en vente. Il y a plus de billets qui ont été mis en vente pour le mois de juillet cette année qu'avant la Covid. Donc, il y a un effort qui a été fait très important par la SNCF. Et je le dis aussi, on va remettre en vente des billets. On va remettre en vente des billets le plus possible avec, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, notamment pour les familles, toutes celles et tous ceux qui ont la flexibilité. Ils peuvent partir, au lieu de partir le samedi matin en train ou le vendredi soir, ils peuvent partir à un moment où il y a moins de monde. Il y a encore beaucoup de billets sur des plages horaires moins fréquentées. Donc, tous ceux qui ont un peu de flexibilité, je les invite à regarder ces horaires décalés. Vous encouragez ceux qui peuvent à décaler effectivement leur départ. Mais je voudrais quand même vous reposer la question. Les jours, en effet, de fort déplacement, de fort départ, est-ce que vous allez rajouter des billets? Est-ce que vous nous dites ce matin, oui, on en a encore un peu sous le pied, on va pouvoir se rajouter 1 ou 2 wagons par train et il y aura, 100, 150 billets qui vont être vendus par train? Je vais être très honnête. On fait le maximum. Dans les trains, on peut pas rajouter des wagons, on peut pas rajouter des trains. On fait le maximum aujourd'hui. Vous êtes déjà à flux tendu. À déployer tout son parc.
tout son parc de trains. Et encore une fois, il y a plus de billets qui ont été vendus que jamais. Parce qu'on on encourage à lâcher la voiture, on encourage à prendre le train, mais les prix, en effet, on le disait, sont très élevés et surtout, on manque de place. Alors, deux choses. D'abord, on fait tout pour que cet été, ça se passe le mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut construire un train en une semaine, évidemment, mais il y a encore des billets qui seront mis en vente. Il y a les plages décalées qui sont plus faciles. Il y a des réductions qui sont très importantes. Très concret, certains l'ont déjà, puisqu'il y a presque 4 millions de personnes en France qui en sont dotées. Il y a une carte avantage SNCF qui permet des réductions très importantes. On ne va pas développer là, mais c'est parfois, important. Ça marche sur certains trains, pas sur d'autres, et pas à la dernière minute. Et honnêtement, c'est beaucoup moins simple que ça ne l'a été par le passé. Ça, c'est mon engagement de ministre des Transports. Si vous pouviez simplifier les cartes, honnêtement, je pense que tous les Français seraient très heureux. On va regarder ça encore avec la SNCF, mais je veux dire aussi, parce que ça, c'est plus important, il faut regarder l'urgence, il faut regarder le long terme. Le ferroviaire, ça sera central dans la transition écologique, dans les transports de demain. On réinvestit beaucoup sur des petites lignes en particulier, mais il faudra le faire dans les matériels. Et ça, c'est ce que je regarde aujourd'hui comme ministre des Transports. La Première ministre, j'en suis très content, a dit dans son discours de politique générale, devant tous les Français, devant les parlementaires, que le ferroviaire serait la colonne vertébrale de cette mobilité verte. On a parlé des avions, on a parlé des trains, je voudrais qu'on parle des voitures, notamment dans le paquet pouvoir d'achat qui a été présenté hier. Il y a un volet énergie, essence. L'indemnité carburant travailleur va être mise en place à compter du 1er octobre 2022 pour remplacer et prendre la place de cette remise de 18 centimes par litre. Ça s'adressera à qui et selon quels critères? Alors, on avait un dispositif général qui était une ristourne de 18 centimes parce qu'il y avait un problème urgent, massif. Ça a permis de baisser le prix du carburant. Ça continue cet été, c'est important, et jusqu'au début du mois d'octobre. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises, Total Energy par exemple, rajoutent une ristourne sur leur propre prix à la pompe, c'est important, et annoncer qu'elles le continueraient pendant l'été. Ensuite, à partir du 1er octobre, parce qu'il faut trouver l'équilibre entre aider le pouvoir d'achat et ne pas taper trop sur le contribuable, tout ça est payé par le contribuable, c'est d'avoir un dispositif plus ciblé. Il y a des gens qui, sans doute, ont moins de problèmes de pouvoir d'achat que d'autres. Les personnes qui roulent beaucoup, qui gagnent mal leur vie, il faut les aider, c'est normal, en priorité. Et donc, il y aura un dispositif ciblé sur les personnes qui ont les revenus les plus bas. Ça pourrait être 200 € d'aide qui sera donnée en fin d'année. Pour les personnes qui ont des revenus un peu plus élevés, 100 €. C'est par décile d'impôt, je ne rentre pas dans le détail. Et pour les personnes... C'est quoi comme revenu ? Quand vous dites, est-ce que vous avez une fourchette? Est-ce que vous avez un maximum, un plafond? C'est les trois premiers déciles d'impôt, donc chacun le voit sur sa feuille d'impôt. Donc en gros, c'est les personnes qui vont gagner jusqu'à 2 à 3 000 € par mois qui vont bénéficier principalement de cette... Jusqu'à 2 à 3 000 € par mois. Les foyers. Foyers, d'accord, donc c'est pas par personne. Les foyers, exactement. Chacun, il faut regarder les... Mais une personne seule qui constitue à elle seule un foyer et qui gagnerait entre 2 et 3 000 €, ça marche? Ça ne sera pas le maximum de la ristourne. Ça ne sera pas le maximum des 200 €. Il y a un critère qui est important, qui n'est pas seulement sur le revenu, c'est combien vous roulez. Les gros rouleurs, c'est plus de 12 000 km par an, auront 100 € supplémentaires. Donc c'est entre 100 et 300 € d'aide qui seront consacrés aux personnes qui ont des revenus faibles ou qui roulent beaucoup. Comment on fait? C'est-à-dire que concrètement, vous allez demander aux Français qui voudraient pouvoir toucher cette aide de vous faire la démonstration, de prendre du nombre de kilomètres par an. Comment vous allez juger? Ça va être le plus simple possible. Oui, mais c'est pas facile. Ouais. Bien sûr. C'est quoi? C'est déclaratif? J'insiste quand même, on parle, et c'est normal, d'argent public, d'argent du contribuable, que les Français payent aussi, y compris les classes moyennes qui payent les impôts. Donc on doit être responsable. Il faut un système qui soit simple, c'est-à-dire ça sera une déclaration en ligne, sur l'honneur, où vous indiquerez exactement vos revenus fiscaux, chacun le sait sur sa feuille d'impôt, et les kilomètres par an. Ce sera en confiance. C'est les kilomètres par an, c'est pas les kilomètres, par exemple, vous ne devrez pas justifier de la distance entre votre habitation et votre travail, par exemple. Il y aura un site internet qui va être ouvert bientôt, où il y aura quelques indications à remplir, ce sera le plus simple possible, c'est ce sur quoi travaille aujourd'hui le ministère des Finances. Est-ce que ceux qui ont, par exemple, l'option, qui auraient la possibilité de prendre des transports publics, mais qui choisissent de prendre la voiture, vous n'allez pas regarder s'ils auraient pu faire autrement? On va faire le plus simple possible et pas rentrer dans l'usine à gaz. Il y aura des contrôles fiscaux a posteriori pour vérifier que les éléments qui ont été déclarés de bonne foi sont vrais. C'est-à-dire les revenus, à l'évidence, ça se vérifie facilement. Et puis le nombre de kilomètres par an, par les entreprises d'assurance en particulier, on a les moyens de savoir. On ne va pas vérifier au cas par cas s'il y avait une alternative juste à côté ou pas. L'idée, c'est un dispositif qu'on espère temporaire, mais qui va au moins courir dans les prochains mois, à partir du 1er octobre. Je le dis parce que c'est très important. C'est pas de la paperasse éternelle, c'est en ligne, simple et sur l'honneur. Et ensuite, il y aura les vérifications qui seront faites pour pas qu'il y ait de fraude.
bien sûr. La voiture électrique à 100 euros, c'était 100 euros par mois. C'était une des promesses d'Emmanuel Macron. Quand est-ce que les Français qui nous écoutent et qui souhaiteraient le faire pourront le faire? C'est une promesse d'Emmanuel Macron et ça a été rappelé par la Première ministre dans sa déclaration de politique générale. On fait en sorte que le dispositif puisse être Mais c'est une promesse pour la fin du quinquennat? Non, Il va on va falloir attendre essayer. 5 ans ou ça peut On est se en faire train de vite? le regarder parce qu'il y a deux exigences. On veut que ce soit une production industrielle en France de voitures électriques. Et c'est très important parce que beaucoup de gens n'ont pas d'alternative à la voiture et à l'essence ou au diesel. Et aujourd'hui, je fais simple, mais la voiture électrique, c'est vu comme quelque chose plutôt pour les bobos urbains. Quand on roule, comme ma propre famille, dans les Bouches-du-Rhône, qu'on fait des kilomètres par jour pour aller travailler ou faire ses courses, aujourd'hui, on n'a pas de véhicule électrique pas cher. Et donc, ça va être construit d'ici la fin de l'année. J'espère qu'on pourra commencer ce dispositif en cours d'année prochaine. C'est le but en tout cas. En cours d'année prochaine, on peut imaginer que ceux qui en feront la demande puissent obtenir. Pour être clair, ça montera sans doute en puissance progressivement. Il faudra peut-être des expérimentations locales. Mais en tout cas, il faut qu'on développe une filière industrielle et il faut qu'on mette en place ce mécanisme de leasing. Donc ça ne se fait pas en 2 mois. Faut être très honnête, mais j'espère que dans les... Mais en même temps, il y a urgence quand même. Quand on écoute la situation, quand on regarde le prix à la pompe, on se dit que ça serait une des solutions. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on prend des mesures d'urgence sur le carburant, parce que quand il n'y a pas d'alternative, il ne faut pas pénaliser les gens qui veulent aller bosser. On fait cette ristourne de carburant. C'est pour ça qu'il y a déjà des choses. Des bonus d'achat, des bonus à la conversion. Les véhicules électriques, leur achat est aidé par l'État et parfois par les régions. Et puis nous rajoutons ce dispositif, j'espère, en cours l'année prochaine, parce qu'il sera, lui, pérenne et très... important pour transformer les usages de la voiture. Le masque dans les transports, encouragé, est-ce qu'il pourrait devenir obligatoire? Écoutez, à ce stade, ça n'est pas ce que nous souhaitons et nous sommes tous à la fois plus habitués et un peu fatigués par cette épidémie, ces vagues successives. On n'est pas du tout dans la situation, d'où d'ailleurs la reprise des voyages qu'on a connue les étés précédents. Donc, appel très clair à la responsabilité, je le dis comme ministre des Transports, ce week-end des grands départs en vacances tout particulièrement, dans les gares, dans les aéroports, évidemment, dans les trains, dans les avions eux-mêmes, on porte le masque. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. J'irai le constater dans quelques minutes à la gare de Lyon, où il y aura des milliers de départs en vacances. Donc, j'invite chacun à le faire. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre une obligation nationale. On a besoin simplement d'encourager, je le fais avec le ministre de la Santé, à porter le masque. Et j'ai demandé aux grandes entreprises, SNCF, Aéroports de Paris en particulier, de renforcer les messages d'information dans les gares et les aéroports. Pour encourager donc, mais ne pas obliger, mais je le dis, à porter le masque parce que c'est très important dans les gares, les aéroports et les trains, les avions. Vous connaissez l'AFIT? Oui, c'est l'agence de financement des infrastructures. Voilà, l'agence de financement des infrastructures des transports en France. Et Jean Castex pourrait en prendre la tête. Pourquoi? Traditionnellement, c'est un élu à souvent haute responsabilité. Il se trouve que jusqu'à présent, c'était Christophe Béchu, qui est aujourd'hui le ministre de l'écologie, mon ministre de tutelle. Vous voyez, ce sont des grands élus qui connaissent bien les transports. Jean Castex est énormément investi, notamment dans le ferroviaire, pour qu'on développe des petites lignes. On se souvient de lui dans le train de nuit et je crois partant vers Lourdes. Voilà, il y a des défis majeurs de financement de nos infrastructures, de nos routes et de nos voies ferrées en particulier. Jean Castex connaît ça très bien. Il s'est beaucoup engagé. C'est le Parlement qui validera la nomination, donc tout ça se fera. Mais il pourrait être de votre partenaire donc bien sûr, sur toutes ces questions-là à la tête de l'AFIT. la FIT. Vivement, parce que je crois qu'il connaît très bien, qu'il s'est engagé, et chacun peut mesurer son engagement, notamment dans les territoires qui sont aujourd'hui les plus enclavés, pour qu'on développe les accès par les transports. Le nouveau parti présidentiel devrait s'appeler Renaissance. Est-ce que vous pourriez briguer la présidence de ce parti, Clément Beaune? Écoutez, c'est pas ce que j'envisage. Moi, je veux m'inscrire dans un collectif. Je veux en tout cas m'impliquer dans ce parti, comme je l'ai fait depuis la fondation de ce qui s'appelle aujourd'hui En Marche. Stéphane Séjourné, que je connais bien, qui est député européen, s'engage. Moi, je veux m'engager dans un collectif et puis exprimer une sensibilité qui est la mienne, qu'on connaît, qui est très européenne, qui est plutôt de centre-gauche et qui vivra dans ce parti, dans cette famille. Donc, vous ne briguerez pas la présidence? Au moins, les choses sont... Mais voilà, ce n'est pas mon intention. En tout cas, au moment où on se parle, ça n'est pas votre souhait. Tout ce dont on vient de parler, là, en fait, il y a quand même un tout petit bémol, c'est qu'il faut que ça passe à l'Assemblée, quoi. Alors, les mesures sur le pouvoir d'achat, oui, mais c'est pour ça que nous devons aller vite et construire des compromis et que chacun doit prendre ses responsabilités. On met beaucoup de moyens, mais c'est nécessaire pour aider les Français. On nous dit parfois, c'est pas assez, mais il faut aussi qu'on tienne les impôts des Français, qu'on ne les augmente pas et même qu'on arrive sur le quinquennat encore à les baisser. Mais est-ce que vous ne redoutez pas qu'on se retrouve dans un quinquennat où en fait il y a un décalage entre ce que vous nous dites, ce que vous dites publiquement, ce que vous déclarez, ce que vous dites en Conseil des ministres et puis la réalité, parce qu'entre-temps ça ne sera jamais appliqué, ça ne sera jamais voté? Ça s'appelle la démocratie. Quand on présente un projet de loi, oui, c'est la présentation par le gouvernement d'un projet de loi. C'est ce qui s'est fait hier sur le pouvoir d'achat et il y aura le débat au Parlement. C'est ce que nous souhaitons,
C'est ce que nous proposons. C'est notre boulot de le dire aux Français. Maintenant, il faut que ça soit voté. Vous avez raison. Et j'espère que ça soit voté vite. Je dis quand même un certain nombre de choses. Les mesures boucliers tarifaires sur le gaz, l'électricité, par exemple, ça a déjà été prolongé par des décrets. Le point fonction publique, c'est mis en vigueur par le ministre et par le gouvernement cette semaine par décret. Donc on avance aussi. Merci Clément Beaune d'être venu répondre à mes questions ce matin. Première interview en tant que ministre en charge des Transports. Il y a du boulot, on le voit. Absolument, et je suis très engagé pour que l'été ne soit pas un été de galère, mais de vacances heureuses. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.